Donc, on va vous parler en fait de travaux et de projets qui sont nés à Moggio, donc pendant la période où Isabelle était chargée de recherche à l'INRA, de l'INRA. Ok. Alors, je voulais, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est quoi Moggio? En fait, Moggio, c'est quelque chose qu'on appelle aussi le domaine de Melgueil. Et en fait, c'est une station de génétique et d'amélioration des plantes de l'INRA. On appelait ça comme ça avant. Et qui a été construite entre 82 et 83. Alors, elle est située à peu près à une vingtaine de kilomètres de Montpellier. Et vous avez déjà vu une photo tout à l'heure. En fait, elle a été construite pour rapprocher les scientifiques des terrains expérimentaux et leur donner de grands sites expérimentaux. Et donc, en 1984, en fait, Paul Mansart arrive dans cette station pour en être le directeur. Et donc, une des missions qui lui est donnée, c'est de créer une nouvelle équipe sur la génétique et l'amélioration d'espèces fourragères méditerranéennes. Pierre-Henri vous l'a dit tout à l'heure. Et donc, en fait, il cherche à construire une équipe des novos. Et donc, sur les conseils de Georges Valderon, en fait, il va rencontrer Isabelle et lui proposer de passer le concours pour être recruté. Donc, dans son discours, en fait, de la cérémonie de remise des médailles du CNRS, en fait, Isabelle dira qu'elle a dit à Mansart qu'elle n'avait pas d'expérience, elle avait de l'expérience en écologie, en pathologie végétale, en entomologie, malherbologie, mais pas en génétique ni en amélioration des plantes. Et en fait, il lui a répondu que c'était exactement ce qu'il cherchait. Donc Isabelle est recrutée en 1984 à Moggio, et en fait avec elle 3 autres personnes, donc une équipe vraiment complètement nouvelle, et 2 personnes pour qui la Corse est un pays très cher. Alors, donc l'objectif en fait de cette nouvelle équipe, c'est de construire du matériel végétal pour les systèmes d'élevage de la zone méditerranéenne. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver du matériel pour des systèmes assez extensifs, les pâturages, les zones de parcours. Et en fait, c'est une nouvelle équipe, mais c'est aussi, il y a 0 matériel. Donc, comme il n'y a pas de matériel disponible pour ces environnements, en fait, l'équipe va se lancer dans de grosses prospections et essayer de rassembler ce qu'on appelle, nous, aujourd'hui, les ressources génétiques des luzernes méditerranéennes. Alors, Isabelle ne participera pas aux grandes campagnes de prospection qui auront lieu entre 85 et 89, mais d'après Jean-Marie disait qu'elle s'est beaucoup impliquée dans la construction en fait, des méthodologies de collecte, la façon de prélever le matériel, de collecter aussi des descendances maternelles qui seront super utiles plus tard pour faire d'autres études et renseigner les milieux. Donc en 1989, après un certain nombre de campagnes de prospection, le laboratoire dispose d'un très grand nombre de populations naturelles, et notamment de légumineuses fourragères, en fait, de la zone méditerranéenne. Alors en fait, il n'y avait pas de matériel, mais il y avait aussi de nouvelles méthodologies de création variétale à réfléchir, à proposer, et donc probablement des recherches originales à développer. Et donc Isabelle, dans sa thèse d'État en 87, écrira que dans la mesure où l'on recherche une invasion artificielle de certains milieux, il est nécessaire de déterminer les facteurs susceptibles d'agir sur l'attitude à la colonisation des espèces que l'on se propose d'introduire. Et donc, c'est le début de l'étude de leur système génétique et de leur écologie. Donc, les données de prospection seront d'abord analysées dans ce cadre-là, en fait, sur la répartition et l'écologie des luzernes, et pas uniquement pour du matériel collecté en Corse, rassurez-vous. Et en fait, c'est à partir de là qu'elle commence à réfléchir à l'analyse de l'âge des populations et en relation avec les traits d'histoire de vie, qu'elle mettra plus tard, ou à ce moment-là, je ne sais pas, en relation avec les concepts de métapopulation, l'évolution de la sénescence et les trade-offs. Alors, le genre Medicago, qui fait partie du matériel, qui est majoritaire dans le matériel qui a été récolté, en fait, est une espèce particulièrement riche pour s'interroger sur ces différents sujets. Donc c'est un genre qui contient 55 espèces, des espèces qui sont annuelles et pérennes, des autogames, des allogames, différents niveaux de ploïdie, et puis une énorme variabilité
une énorme variabilité. Comment ça marche le truc là? Bon, je ne sais pas faire. C'est où le pointeur? C'est le seul que j'ai pas essayé. Et donc, énormément de variabilité sur les structures de dispersion qu'on peut trouver sur les gousses des espèces du genre Medicago. Et puis, il y a aussi un certain nombre d'associations entre autogamie et annualité à l'intérieur du genre, de fortes associations, et aussi entre autogamie et répartition géographique. Et le laboratoire a collecté sur le pourtour méditerranéen à peu près 40 espèces du genre Medicago. Donc, Isabelle va se servir, va utiliser ce matériel pour poser un certain nombre de questions. Et donc là, à titre d'exemple, en fait, sur l'étude des trade-offs, en fait, elle va récupérer, elle va utiliser du matériel collecté qui appartient à la minette, en fait, Medicago lupulina, et pour laquelle on sait qu'il existe des formes annuelles, bisannuelles et pérennes. Et donc, ça va être un matériel qui va être utilisé pour essayer de réfléchir au trade-off, au compromis entre survie et fécondité, et qui donneront lieu en partie à la thèse de Dominique Hébert. Et puis associé à ça, donc, des modèles théoriques, notamment dans le cadre de la thèse de Patrick Delaguérie, en fait autour des conditions, de l'impact des conditions environnementales sur la détection des trade-offs, des corrélations génétiques, et aussi sur les effets sur l'évolution. Alors, plus généralement, dans le genre Medicago, en fait, il y a plein de questions du coup qui se posent sur l'évolution des traits d'histoire de vie, et notamment sur le nombre de fois où l'annualité est apparue, le nombre de l'autogamie, est-ce qu'elle est apparue avant ou simultanément à l'annualité, combien d'événements de polyploïdisation, et puis aussi des questions sur les modes de dispersion de certaines espèces annuelles. Et puis aussi, Medicago, c'est une légumineuse et donc capable de s'associer avec des bactéries du sol pour fixer l'azote atmosphérique. Et donc, c'est aussi un joli modèle pour étudier la coévolution plante-rhizobium. Donc, en fait, ça, c'est tout un tas de questions que se pose Isabelle. Et donc, pour y répondre, en fait, elle se lance dans le projet de réalisation d'une phylogénie du genre Medicago. Elle met en place un certain nombre de collaborations pour faire ça. Donc, ça, c'est en 90-91. Et en 93, elle part faire les premières extractions d'ADN et elle rapatrie un certain nombre de méthodologies de séquençage. En 1995, en fait, c'est le début de la thèse de Gilles Bénat. En fait, elle recrute Gilles Bénat pour travailler sur ce sujet de phylogénie du genre Medicago. Et voilà. Et donc, 3 ans plus tard, en fait, c'est la première phylogénie du genre Medicago qui est publiée avec, qui permet en fait de poser un certain nombre de questions sur le nombre d'événements de transition de l'annualité à la pérennité et de l'autogamie à l'allogamie. Et donc vous avez, en fait, un des résultats de ce papier, c'est que finalement, contrairement à ce qu'on attend en théorie, qui est que la forme ancestrale est plutôt l'allofécondation, les formes allofécondantes et pérennes, en fait, la phylogénie du genre Medicago, la forme la plus parcimonieuse, semble montrer l'inverse. Alors, cette phylogénie du genre Medicago, après le départ d'Isabelle de Moggio, en fait, elle va servir à poser un grand nombre de questions en fait, sur l'histoire adaptative du genre, et notamment sur l'impact d'un certain nombre de gènes qui commençaient à émerger dans la littérature, de gènes impliqués dans la symbiose, leur rôle en fait, dans l'évolution du genre Medicago, et notamment dans les spécificités plantes symbiotes. Alors, à peu près à la même période que la période où est lancé le projet de phylogénie, en fait, il y a une espèce du genre Medicago, qui s'appelle Medicago trincatula, qui commence à émerger comme une plante modèle possible pour la génétique des légumineuses. Alors, cette espèce est annuelle et autogame, elle est très présente sur le pourtour méditerranéen, et en fait, elle est utilisée en fait, comme matériel principal pour étudier la génétique des interactions plante-rhizobium. Donc, dans ces études, un seul génotype est utilisé à l'époque,
le génotype qu'on appelle G malongue. Et il y a à peu près 350 populations qui sont disponibles au laboratoire fourrage et en fait une forte diversité morphologique existe dans ces populations. Et en fait des premières études avec des marqueurs enzymatiques ont montré que finalement c'est une espèce qui est vraiment très très autogame et qu'il y a peu de situations d'allofécondation. Alors à cette même période, en fait, c'est une période où il y a pas mal de papiers qui sortent sur la diversité des espèces en fonction de leur système de reproduction, des populations en lien avec leur système de reproduction, et qui posent un certain nombre de questions sur le fonctionnement des populations autogames. Et pour Isabelle aussi, qui nécessite donc de faire des analyses un peu plus fine de la structure de ces populations. Et pour Isabelle, c'est aussi une façon de revenir vers ces questions d'interaction et de coévolution plante-rhizobium. Alors en fait, c'est le début de la thèse d'Isabelle Bonin en 1992 qui va aborder ces questions-là. Et donc, qui va nécessiter donc de redévelopper des prospections à très fine échelle. Donc là, en fait, c'est vraiment des transects à quelques mètres qui sont réalisés. Les individus qui sont collectés sont cartographiés, c'est une analyse très très fine. Et en fait, Isabelle Olivieri va rapatrier des marqueurs qui sont un peu plus puissants. Alors, il faut se mettre dans le contexte. À l'époque, on avait très peu de marqueurs. Et donc, en 92, elle rapatrie de Toulouse la technique des RAPD, et qui permet en fait d'analyser ces premiers marqueurs en fait vraiment de l'ADN. Donc la première analyse de structure fine de ces populations met en évidence un résultat qu'on retrouvera très souvent après, qui est que en fait il y a un polymorphisme qui est énorme dans ces populations et une structure spatiale qui est très très fine, une structure spatiale qui est très très forte à très petite échelle. Donc en fait c'est la période où en fait vont se développer à Mobio les premières analyses en multilocus. Donc on combine en fait l'information à différents locus. C'est pareil, c'est pas encore très fréquent. Et puis aussi la construction des premiers réseaux en fait pour essayer de comprendre la généalogie qui existe entre les génotypes qui sont présents dans les populations. Donc les questions qui se posent à ce moment-là, c'est finalement en autofécondation, comment on fait pour maintenir autant de diversité? Est-ce qu'on peut séparer les effets de la dérive qu'on attend très forte dans ces populations-là et qui semblent confirmés par les forts niveaux de structuration spatiale? Est-ce que la sélection joue un rôle dans ces populations? Et donc, toujours dans la thèse d'Isabelle Bonin, en fait, ce qui va être développé, c'est une analyse QST-FST, et donc c'est une analyse qui permet de comparer la structure génétique pour des traits quantitatifs par rapport à des marqueurs moléculaires. Et en fait, ça a déjà été fait à ce moment-là chez un certain nombre d'espèces allogames, sur des populations allogames, mais jamais sur une plante autogame. Donc en fait, c'est l'occasion, dans ce papier, en fait, il y aura à la fois un développement théorique qui permettra de quantifier en fait la structure génétique sur des marqueurs quantitatifs pour des plantes consanguines et de faire la comparaison avec les marqueurs FST. Et en fait, ce que montrent les résultats, c'est que la structure sur les caractères quantitatifs est beaucoup plus forte que celle qu'on observe sur les marqueurs neutres. Alors en fait, on va continuer après en 1993, donc Isabelle quitte le labo, la station de génétique et d'amélioration des plantes de Moggio. Et en fait, on va continuer à s'interroger et à essayer de comprendre la dynamique locale des populations autogames. Et donc, elle va nous accompagner dans ces travaux-là avec soit en co-encadrant des étudiants, notamment la thèse de Mathieu Siolle, en fait, qui a passé beaucoup de temps à faire des analyses le nez un peu dans la terre, et en fait aussi des études qui nous ont permis petit à petit de mieux comprendre comment fonctionnaient ces populations très autogames, et que l'allofécondation résiduelle avait un rôle important dans ces populations. Voilà, donc en fait, je vais passer la parole à Gilles. En fait, ce que je voulais dire, c'est que quand Isabelle est partie en fait,
de Mogyo en 1993, en fait, elle a fait elle a fait au mieux pour maintenir l'écosystème qu'elle avait un peu créé à Mogyo. Et donc, elle a vraiment drainé le labo d'un grand nombre d'étudiants. Elle a continué à travailler avec nous sur les lucernes annuelles ou pérennes, mais elle nous a aussi permis de connaître un certain nombre d'autres modèles biologiques. À travers des travaux auxquels elle nous a associés, et aussi elle nous a accompagnés sur un certain nombre de modèles théoriques. Elle était là aussi pour nous irriguer d'idées, de conseils et de débats. Et en fait, voilà, elle a continué pendant vraiment pas mal d'années. Pendant une dizaine d'années, elle a continué à vraiment venir régulièrement à Mogyo et à participer un petit peu à la vie sociale. Je vais juste terminer pareil, un peu comme Yanis, en fait, j'ai préparé. En fait, ce que je voulais faire, c'est m'associer en fait à Thomas Bataillon, qui m'a envoyé un message il y a quelques jours. Donc, Thomas Bataillon a fait sa thèse aussi à Mogyo. Et en fait, je pense que je peux associer à peu près tous les collègues de l'INRA qui travaillent dans cette équipe. En fait, ce que disait Thomas, c'est que Isabelle avait été pour nous finalement la grande sœur, en fait, qui a ouvert les portes à Mogyo et a laissé rentrer la biologie évolutive. Et en fait, ce qui est vraiment bien, c'est que finalement, la communauté biologie évolutive de cette équipe-là n'a cessé d'augmenter depuis. Et voilà, et c'est grâce à elle. J'ai longtemps pensé que j'étais un peu un cas particulier, en chat perdu, mais finalement, je réalise aujourd'hui que j'étais dans une grande lignée de chats perdus, parce que moi aussi, finalement, pour faire court, je m'étais retrouvé... Alors, c'est une autre époque, hein, j'avais fait le DEA d'amélioration des plantes d'André Gallet. J'étais en vacances en Corse, et un jour, je reçois un coup de téléphone de la secrétaire qui me dit « Il y a une bourse de thèse qui reste, André Gallet voudrait vous la donner. » Ça se passe plus comme ça aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi il me l'a donnée, parce que j'étais un très mauvais étudiant de DEA. Et donc, je m'étais retrouvé face à un choix cornélien. Soit c'était prendre un sujet d'André Gallet pour aller travailler sur les QTL du maïs au moulon. Bon, le moulon, le maïs. Soit c'était retourner à mon laboratoire de DEA, donc à Lille, pour travailler avec Joël Cuggen. Et là, c'est ma conjointe qui m'a dit « Je te préviens, si tu vas à Lille, tu y vas tout seul. » Et donc, voilà, c'était le mercredi. Je me suis retrouvé, il me restait quoi comme choix? Il y avait Montpellier. Isabelle connaissait ma conjointe. On a appelé. Je lui ai dit « Voilà, tu ne me connais pas, mais il me faut un sujet pour vendredi. » Et Isabelle recueillait les chats perdus, mais aussi faisait confiance. Et elle m'a fait confiance. Et donc, j'espère qu'elle n'a pas été déçue. Donc, mon histoire avec Isabelle commence comme ça. Et donc là, on avait travaillé sur la phylogénie moléculaire donc des genres Medicago. Et comme l'a dit Joël, dès ce projet de 91, il y avait cette idée de travailler sur aussi les rhizobiomes. Donc, les rhizobiomes, vous vous doutez bien qu'à partir du moment où Isabelle a vu des Medicago, qui sont des légumineuses, elle a bien vu que sur ces racines, il y avait des structures qui étaient intéressantes. Et là-dedans, il y avait des bactéries. Et que c'était un joli modèle pour travailler sur l'interaction entre deux organismes, que ce soit sur des modèles de coévolution haute symbiote, travailler sur la structure des populations bactériennes ou des modèles d'évolution, de spécialisation, de spéciation, etc., etc. Alors, les plantes et les bactéries, c'est pas la même chose, et travailler sur les bactéries, c'était un peu plus compliqué. Et dans un premier temps, Isabelle a fait ce qu'elle savait bien faire, donc elle a fait un modèle. Donc ça date de 94. Et c'est un modèle dans lequel, avec Franck, elle a inclué des notions de sélection de parentèle, d'essayer de comprendre comment des phénomènes de sélection de parentèle entre les bactéries à l'intérieur des nodules et ceux restés à l'extérieur pouvaient favoriser l'augmentation des populations de ces bactéries qui étaient associées. C'était pas... Alors, pour connaître, il y avait déjà eu quelques modèles avant, mais finalement assez récents sur ces aspects de dynamique de population, mais c'était un des premiers qui introduisait ces notions plutôt fortes. Et ce qui est intéressant, c'est que ce modèle, très vite, il s'est retrouvé par rapport à d'autres équipes qui ont essayé de tester d'un point de vue méthodologique et sur le terrain si les résultats de ce modèle pouvaient s'appliquer sur ces populations de rhizobiomes. Donc Joël vous a parlé de la thèse d'Isabelle Bonin qui travaillait sur la structuration des populations de Medicago et forcément Isabelle aurait souhaité travailler aussi sur la co-structuration entre les populations de bactéries associées à ces populations de Medicago et voir si on pouvait mettre en évidence des phénomènes d'adaptation locale assez fins. Alors là, il y a un peu une limite de l'approche d'Isabelle qui était que finalement, des fois, la technique, c'était facile. À partir du moment où on avait l'idée, on pouvait faire derrière les manips et il n'y avait aucun problème. Donc pour Isabelle, on a des Medicago, c'est facile, on recueille des gousses et puis des nodules, on isole les bactéries,
On les fait tester, puis après on fait des jolis graphes, on regarde des préférences, Le problème, là, dans ce cas-là, donc ça n'a pas été jusqu'au bout, le problème a été double. D'une part, c'est que Isabelle avait un peu non anticipé les problématiques techniques, et d'autre part, Isabelle pouvait avoir, vous le savez, des fois des idées assez arrêtées sur ce qu'elle voulait comme résultat, et il se trouve que là, elle s'était associée avec des chercheurs, notamment de Lyon, et apparemment, ça a un peu dégénéré quand Isabelle a essayé de leur expliquer leur métier. Et donc ça a fait que sur toute cette partie de la thèse d'Isabelle Bonin, il y a tout ça qui est parti à la poubelle. Il y a quand même eu des choses très intéressantes. Mais là, de nouveau, ce qui est intéressant, c'est qu'Isabelle, finalement, n'a jamais travaillé et eu de résultats sur ces aspects de co-structuration. Mais des années plus tard, il y a une autre équipe, notamment avec Peter Tiffin et donc Cathy Hiss, qui sont revenus sur les mêmes populations sur lesquelles travaillait Isabelle à l'époque, donc autour de Narbonne, et qui ont mis en évidence des effets de co-structuration entre les populations de Medicago et les rhizobiums, avec des approches un peu poussées. Et donc finalement, Isabelle avait les idées, sans doute peut-être un peu trop tôt, et en n'ayant pas les outils adaptés d'un point de vue méthodologique pour pouvoir les appliquer. Donc il y avait quand même un outil qui était intéressant, qui était de travailler sur la phylogénie des Medicago, essayer de mettre en face la phylogénie des rhizobiums. Ça gênait un peu Isabelle parce qu'elle avait toujours tendance à dire qu'elle n'était pas arboricultrice, c'est-à-dire que les arbres phylogénétiques, vraiment, elle ne voulait pas en entendre parler, mais il se trouve que c'était un outil plutôt intéressant. Et donc là, de nouveau, elle a su s'associer avec des gens solides, notamment Thierry Huguet de Toulouse, qui a permis de mettre en évidence des systèmes, d'une part, de recombinaison et de spéciation, voire même de spécialisation à l'intérieur des bactéries, et mettre en face la phylogénie des Medicago qui avait été obtenue avant, où on pouvait suggérer des phénomènes de codivergence entre les hôtes ici et les symbiotes, et potentiellement également un lien entre la distribution des bactéries symbiotiques et des plantes hôtes. Et donc ça, c'est des choses qui étaient assez nouvelles. Et ce qui est intéressant de nouveau, si on regarde sur la suite qui a pu être donnée à ces travaux, et bien finalement, ces notions de lien entre mutualisme et limitant l'extension des aires des espèces, voire même des discussions sur la coévolution entre les rhizobiums et les légumes. Quelque part, Isabelle, dans le domaine des rhizobiums, a été une des premières à introduire des vraies notions d'évolution qui après se sont développées, mais finalement, dans les années 90, des microbiologistes travaillant sur rhizobium qui avaient des notions solides en évolution, il n'y en avait quasiment pas. Donc ça, c'était une approche plutôt de coévolution au sens large. Un autre aspect qui intéressait beaucoup Isabelle, forcément, c'était la génétique des populations, et dans ce cas-là, bactérienne. Et donc là, ça a été fait dans le cadre d'une seconde thèse qu'elle a encadrée, de Xavier Bailly. C'est un document juste après qui est intéressant, qui est voir comment Isabelle, sur le papier, d'une discussion tous ensemble, pouvait élaborer un protocole expérimental. Et donc ça ressemblait à ça. Donc, alors ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a tout. Il y a à peu près les 3/4 de la thèse de Xavier Bailly, avec notion de différents groupes d'espèces de Medicago, différentes lignées pour tester la divergence, avec là les noms des espèces de Medicago, là des populations de Medicago qu'on pourrait faire. Je vous avoue qu'il y a des choses qui sont assez étonnantes. Ça, je ne sais pas si c'est le système racinaire du Medicago ou un gribouille qui passe. Vous remarquerez ici, ABI prisme, la biologie moléculaire, toujours très importante. Il y a des choses qui sont étonnantes. Patrick Bérébi, je ne sais pas ce que tu fais là. Ça paraît étonnant. Mais donc, aussi fou que ça apparaisse, et ben ça a donné naissance à ça, et ça colle exactement. Et donc là, ces travaux ont permis de travailler de mettre en évidence des phénomènes de recombinaison, que ça soit à l'intérieur de chacune des espèces de rhizobium, où on voit qu'il y a des transferts de plasmides qui se font, malgré une disjonction très nette entre les deux espèces, des histoires de déséquilibre de liaison entre les différents réplicons, les plasmides, et ça a donné également ensuite à une recherche de traces de sélection sur les gènes symbiotiques du côté bactérien, sachant que le parallèle était fait avec Stéphane Demita, qui lui travaillait sur les gènes symbiotiques du côté Medicago. Et donc là aussi, ça a été vraiment les premières approches un peu carrées de génétique des populations de ces bactéries symbiotiques. Et la suite, dans laquelle Isabelle là, ne s'est pas investie, ça a été de faire de la génomique des populations. Donc là, on changeait d'outil, en retrouvant certains étudiants qu'elle avait pu encadrer, qui ont après pris leur envol dans des laboratoires, et donc travailler là sur des aspects de population génomique avec du séquençage complet de génome. Donc par la suite, Isabelle s'est un peu désengagée de ces aspects bactériens. Ça s'est poursuivi par ailleurs,
Mais je pense que si on doit faire un bilan, dans ce petit monde, en tout cas des rhizobiomes associés aux légumineuses, les travaux d'Isabelle ont été vraiment extrêmement novateurs d'un point de vue évolution. Et je terminerai juste par cette photo, qui est donc le jour de la soutenance de Xavier Baillet ici, donc de ces 2 petits étudiants en thèse, Jean-Louis Nottingham également qui était très impliqué dans l'enseignement, et Isabelle, souriante et un verre à la main, comme il se doit. Merci.